RCF. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous êtes le plus jeune maire de Meurthe-et-Moselle. Vous n'avez pas encore 30 ans, Oui, ce sera ça. seulement cette année. Et vous êtes élu à cette responsabilité depuis 2020. Oui. Pouvez-vous d'abord nous dire le parcours qui vous a conduit à vous présenter pour remplir cette fonction, en même temps que d'autres activités qui remplissent assez bien votre vie par ailleurs? Écoutez, je pense que c'est déjà un parcours ancien, à vrai dire, avant même 2020, puisque j'ai été maire du conseil municipal d'enfants de Champignol vers 9-10 ans. Donc vous voyez, je suis tombé, comme on dit, très jeune dans la marmite. C'est là où, déjà à Champignol, avec Claude Hartmann à l'époque, et puis son équipe, j'ai appris ce qu'était que monter des projets dans une commune, ce qu'était que représenter finalement ses camarades, mais du coup ses concitoyens, à vrai dire. Et le déclic vraiment de l'engagement public, je l'ai eu là. C'est là où vraiment je me suis dit, c'est un engagement qui me plaît et je souhaiterais continuer. J'ai continué après toutes mes années de collégien, de lycéen, d'étudiant, à être délégué de mes différentes classes, à être dans les bureaux des élèves, dans les conseils académiques de Villicenne, au conseil des jeunes de la ville de Nancy. Enfin, voilà, ayant confondé et aussi coprésidé une association d'engagement citoyen pour des jeunes. C'est comme ça que vraiment ça s'est fait au fur et à mesure des années et sur un parcours finalement qui est assez après typique d'un engagement très jeune. Jusqu'à être approché par Claude Hartmann, un de mes prédécesseurs en 2014, pour intégrer son équipe municipale, et donc un mandat comme conseiller délégué, comme conseiller communautaire au bassin de Pompée déjà depuis 2014, puis d'adjoint au maire, après le décès de Claude et l'arrivée de Bernard Vergance à la tête de la mairie, d'adjoint au maire entre 2017 et 2020. Et ensuite, la volonté de pouvoir, poursuivre cet engagement en portant un projet nouveau pour la commune, sans faire table rase du passé, mais en inscrivant la ville dans son avenir, et donc ce qui m'a poussé à composer mon équipe et à présenter ma candidature en 2020. À côté effectivement d'une vie professionnelle à l'époque, aussi bien dans le public que dans le privé, chargée aussi, et je pense que c'est complémentaire, mais on pourra en redire deux mots. Bien, vous avez aussi été attaché parlementaire du sénateur Jean-François Husson. Oui, tout à fait. Et vous avez un cursus universitaire important, puisque vous avez une thèse, et vous avez consacré beaucoup de travaux au management entrepreneurial, avec l'IAE de Metz notamment. Oui. Vous avez encore des activités dans ce cadre-là ? Alors, je donne encore quelques cours à l'IAE de Metz, tout à fait, en master management de l'innovation. J'ai effectivement effectué des travaux de thèse sur l'élu entrepreneur. Donc, comment on arrive à analyser l'élu comme un type d'entrepreneur particulier, et notamment avec le prisme du projet. Et c'est là une cohérence vraiment dans l'ensemble du parcours, et parce que c'est vraiment par cette entrée par le projet que je suis rentré dans l'engagement public et que je le tiens toujours aujourd'hui, et que j'ai aussi entamé mes travaux de thèse. Et en parallèle aussi en ayant une connaissance assez fine finalement du milieu des collectivités et du milieu politique en général, et notamment des expériences professionnelles comme celle auprès de Jean-François Husson, sénateur de Meurthe-et-Moselle comme attaché parlementaire, et en complément aussi une carrière dans le privé, puisque j'ai intégré aussi le groupe Car Avenue comme secrétaire général, conseiller du président en fait, du groupe. Donc ça m'a permis d'avoir aussi, dans ma vie professionnelle, en parallèle de mes activités d'élu, une vue assez large des problématiques d'organisation et de management, aussi bien dans des organisations publiques, dans la sphère publique et politique, et dans la sphère privée. Et aujourd'hui, vous allez plutôt sur l'action publique et vos mandats électifs. Alors, elle ne m'a jamais quitté, à vrai dire, parce que je faisais ça en parallèle de mes mandats. Et justement, j'ai fait un choix aussi, très clair, en 2020. J'ai fait un choix, comme doivent souvent faire des élus quand ils veulent s'engager et j'allais dire accélérer, et en tout cas renforcer leur engagement public. Quand on devient maire, ce n'est pas adjoint au maire, donc c'était une autre étape. Et il fallait se consacrer à la campagne, il fallait se consacrer aussi à ce nouveau mandat. Et donc j'ai fait ce choix de quitter ma vie professionnelle en privé. Donc c'est aussi un choix très lourd en termes de responsabilité. Mais oui, parce que l'engagement public a toujours été là et je souhaite vraiment encore poursuivre cet engagement. Oui. Bien, alors, votre commune, lorsqu'on la regarde, c'est un axe routier important. Oui. C'est une gare qui est encore active, qui va sur la ligne. Et il faut qu'elle le soit encore. Voilà, et souhaitons qu'elle le soit encore. Tous des travaux, oui, tout à fait. Oui. C'est aussi un port.
Champignol, sur le canal. Oui, Bien. Et c'est une ville qui a un passé riche et un patrimoine remarquable. Et vous avez réussi quelque chose d'assez chouette, d'être partie prenante du loto du patrimoine, et avec l'initiative de Stéphane Bern, et vous avez eu une dotation de 280 000 euros pour le château du Bas-Champignol, avec d'autres éléments, pour des travaux qui vont se monter à 800 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce patrimoine, et puis du lien avec l'histoire de la ville? Effectivement, Champignol, c'est une ville extrêmement riche, à la fois en termes de patrimoine naturel, d'abord aussi. Je pense que c'est le premier point. On est, vous l'avez dit, très proche de Nancy, 10-15 minutes de la place Stanislas, au cœur de la métropole, et en même temps, au cœur, nous, à Champignol, d'un espace naturel sensible, un vallon, le vallon de Bellefontaine, qui regorge vraiment d'un patrimoine naturel remarquable. Et ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, et c'est l'histoire qui a façonné la ville, c'est un patrimoine bâti aussi remarquable, un patrimoine industriel remarquable. Vous avez cité comment la brasserie de Champignol est effectivement, j'allais dire, un patrimoine et un pan de l'histoire important de la ville. Et évidemment, les deux châteaux de Champignol, le château de Haut, qui accueille l'hôtel de ville, et le château de Bas. Et le château de Bas, il a cette connexion avec le parc classé du château, qui est aussi un très beau poumon vert au sein de la ville. Et le patrimoine, c'est quelque chose d'extrêmement fédérateur. Et je pense que dans les temps qui courent, où on a une société de plus en plus tendue, de plus en plus fracturée aussi, c'est important au niveau local. Et ce premier niveau local, c'est la commune qui permet de le faire, de trouver des facteurs de cohésion. Le patrimoine en est un. C'est un facteur de cohésion, de rassemblement, de partage et de fierté des habitants sur un territoire. Et la logique du plan patrimoine que nous avons lancé, avec le château de Bas en son cœur, pour un projet de réhabilitation globale qui va s'échelonner sur les 10-15 prochaines années, dont la phase 1 pour le clos et le couvert, c'est-à-dire réfection de la toiture et de la charpente à hauteur d'1,2 million d'euros. Ce sont le montant du chantier 1,2 million, et 800 000 euros, c'est la totalité des fonds qui ont pu être levés grâce à l'inscription de la démarche du loto du patrimoine et de la sélection par la mission Bern notamment, 410 000 de l'État, 280 000 euros de la mission Bern, et puis 100 000 euros grâce à une belle mobilisation de nos concitoyens sur un jeu concours organisé par AXA France. Donc ça fait au total 800 000 euros d'ores et déjà levés pour cette phase 1. Et cette première phase va nous permettre d'enclencher la suite à la fois avec sérénité un peu plus, et puis crédibilité aussi pour le projet. C'est une belle démarche et une belle dynamique dont il faut saluer aussi le travail mené avec la Fondation du patrimoine que je salue. Et ce patrimoine, il est générateur de visites de la ville, de tourisme, C'est un axe qu'on a d'ailleurs travaillé et qu'on continuera de travailler avec le bassin de Pompée, puisque on gère la compétence tourisme avec le bassin de Pompée à l'échelle communautaire. On a créé un nouveau circuit découverte de la ville, Champignol entre histoire et nature, l'année dernière, et dont des points d'étape sont au parc classé du château et sur le château de Bas. Donc évidemment, il y a déjà ce travail qui est fait, et il va se poursuivre ce travail. Ce sont des visites de la ville, c'est aussi le cadre de vie général en centre-ville. Le château, il faut qu'on arrive à regérer, à gérer de nouveau cette connexion entre le centre-ville et le parc classé du château. Donc c'est aussi ces enjeux de connexion dans le projet global de réhabilitation. Et donc oui, c'est autant d'amélioration du cadre de vie des habitants, et c'est à terme aussi, je le dis parce que le patrimoine, c'est souvent, ça peut être vu de deux manières pour une collectivité, il faut être clair, dans les choix budgétaires qu'on est amené à faire aussi et à défendre. Ça peut être soit un boulet, le patrimoine, parce qu'évidemment, ce sont des charges de fonctionnement très importantes. Nous avons un patrimoine qui vieillit, nous avons un gros parc immobilier à Champignol. C'est un vrai enjeu aujourd'hui du projet de mandat que d'y répondre. Donc il faut défendre ces investissements. Mais le patrimoine, si on arrive à en faire une opportunité, de l'entretenir, de le développer, de créer un schéma d'équipement et de services avec aussi, c'est-à-dire qui ne servent pas simplement aux vieilles pierres, mais aussi à la population dans son ensemble, ça permet demain de mieux maîtriser aussi nos dépenses de fonctionnement, de les diminuer ou à minima de les stabiliser, et ça permet aussi, le cas échéant, et c'est ce qu'on souhaite faire avec le château à terme, de pouvoir engendrer aussi des recettes. Et vous avez aussi développé avec la Comcom un plan vélo qui vous donne une piste cyclable carrossable jusqu'à Maxéville? Alors, on a avec la communauté de communes du bassin de Pompée, et notamment si vous parlez de découverte du territoire, parce que ça peut être l'un des axes de votre question, avec la communauté de communes, ce sont des dossiers que je suis comme premier vice-président en charge des mobilités, effectivement. J'ai été en charge du nouveau plan vélo de l'intercommunalité, notamment sous un format participatif pendant plus d'1 an de travail avec l'ensemble des acteurs du territoire, de l'écosystème vélo, des habitants et des élus du territoire. On a pensé notre nouveau schéma directeur. On avait développé avec l'ancien schéma directeur cyclable du bassin déjà une 50aine de kilomètres de voies douces sur le territoire du bassin. Ce n'est pas rien, et notamment sur l'axe
tourisme, en fait, loisirs, découverte du territoire sur des grandes traversantes cyclables. Aujourd'hui, il convient d'abord de limiter les trous dans la raquette, de corriger ces trous dans la raquette et de développer aussi davantage un petit peu l'usage du quotidien du vélo et donc irriguer au mieux nos centres-bourgs, nos centres-villes. Et notamment, une des corrections aussi que j'évoquais de trous dans la raquette, c'était cette connexion très claire entre le territoire du bassin de Pompée, Champignol, et la métropole du Grand Nancy via Maxéville. Et donc, c'est effectivement un des premiers projets de ce nouveau plan vélo qui a été amorcé et conduit, qui se finalisera réellement dans les prochaines semaines avec quelques aménagements définitifs, la piste cyclable bidirectionnelle sécurisée entre Champignol et Maxéville, tout à fait. Et tant qu'on est sur les questions de transport, avec le Grand Nancy, sur les transports en commun, les choses évoluent pour avoir un circuit plus fluide. Il faut qu'elles évoluent. Aujourd'hui, on a déjà une coopération avec la métropole du Grand Nancy sur les sujets de mobilité, notamment via le syndicat mixte des transports suburbains de Nancy, le fameux réseau SUB, dont on va avoir des renouvellements intégral de la flotte, en tout cas sur la traversante du lobe nord, sur notre territoire, la ligne 10, dans les prochains mois. Donc aussi une amélioration de la qualité de service via ce renouvellement de flotte, on y est attaché. Et évidemment, dans le cadre aussi du plan métropolitain des mobilités que la métropole a souhaité mettre en place, il y a eu un dialogue ouvert avec les autres territoires. Et il faut qu'au-delà du dialogue, nous allions vers les actes maintenant. C'est tout le travail qui nous attend dans les mois et les années à venir. Et nous y veillons. Et au niveau du bassin de Pompée, nous sommes très en attente et en même temps acteurs. Pas passifs, mais nous activons un certain nombre de choses, de perspectives pour pouvoir, augmenter à un moment donné la qualité du service de mobilité dans les années à venir pour notre territoire. C'est un enjeu majeur aujourd'hui pour relever le défi des transitions, ça c'est clair. Et la traversée par l'A31 pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Alors, ce que vous dites là-dessus, c'est intéressant parce que il faut qu'on est souvent dans l'injonction contradictoire. Vous savez, c'est la gestion des contradictions. Quand on est élu, c'est un point important. L'A31, nous sommes tous très contents de l'avoir sur le territoire. Je pense que ce soit à Champignol ou sur le bassin de Pompée, nous sommes quand même ravis d'avoir un axe européen qui est à proximité de nos entrées et sorties de ville. Ça nous permet quand même, dans nos villes, d'avoir accès directement à cet équipement structurant. Simplement, c'est que l'A31, il a aussi les nuisances, les défauts de ses qualités, si j'ose dire. Et donc à Champignol, c'est un enjeu important avec le dossier du mur anti-bruit qu'on attend depuis maintenant cinquantaine d'années. On voit des pancartes régulièrement. On voit des pancartes. On a eu une belle mobilisation au précédent mandat, à la fois mené par la ville et puis par le collectif Mur anti-bruit de Champignol. Et donc c'est vraiment ce travail conjoint, commun, qui a permis de réouvrir correctement ce dossier-là. Et aujourd'hui, depuis le début du mandat, je fais des points très régulièrement avec les services de l'État, tous les 6 mois. Et le prochain est fixé d'ores et déjà en avril. On va pouvoir discuter du concret désormais. Il y a une phase de maîtrise d'œuvre qui a été ouverte, des études avec des scénarios d'aménagement qui ont été présentés. On n'a jamais autant avancé ce dossier, ça je le dis. Mais simplement, pour le moment, rien n'est acquis et je reste parfaitement mobilisé avec l'équipe municipale sur le sujet. Mais il faut gérer aussi ces nuisances, effectivement, en termes de bruit. Principalement, Champignol est vraiment divisé en deux par l'A31. Et puis un enjeu plus général, c'est pas propre à notre territoire, on ne pourra pas le gérer que sur notre territoire, mais un enjeu aussi de qualité de l'air sur les portions autoroutières. Et l'activité du port, essentiellement tourisme ? Alors la halte fluviale de Champignol, effectivement, essentiellement tourisme, avec aussi une expérimentation que nous avons souhaité mener à l'échelon du bassin de Pompée en septembre 2022, il y a quelques mois, d'une navette fluviale, d'un service de navette fluviale entre Froire et le port Sainte-Catherine de Nancy. Donc on a eu une semaine d'expérimentation qui a plutôt bien fonctionné pour pouvoir là aussi essayer d'imaginer des nouvelles formes de mobilité demain. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser le fluvial comme forme de mobilité ? On parlait du ferré tout à l'heure avec la polarité autour de nos gares et qu'on souhaite aussi travailler. On y travaille, j'étais encore hier tout l'après-midi sur le Grenelle des mobilités à la région. On y travaille, nous prenons une part active sur le sujet. C'est des sujets compliqués, au long cours, mais sur le ferré, le fluvial est aussi une possibilité. On le travaille également. Alors est-ce que ça sera pour une mobilité du quotidien ? Vous savez, quand il faut 3 heures aller-retour entre Froire et Nancy, on a vite fait le calcul. On verra bien, mais nous y travaillons et nous allons travailler à partir de ce retour d'expérience, de cette expérimentation menée en septembre. RCF